Social selling. Tu peux recevoir un lead pour ton entreprise qui va coûter 2 $, mais qui va avoir une valeur de 0 $ parce qu'il n'y a aucun de ces leads-là est qualifié, comme tu peux avoir un lead que tu génères pour 40 $, puis que ce lead-là a énormément de valeur parce qu'il est qualifié. C'est là que l'intelligence artificielle de Facebook a comme un peu un arrêt. Hein? Il ne peut pas aller plus loin que ça. Là. Mon nom est Antoine Gagné, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Social Selling. Récemment, Facebook a annoncé 2 nouvelles importantes pour les gens qui font de la publicité sur leur plateforme. Premièrement, le fameux CBO ne sera pas rendu obligatoire et également Facebook a annoncé l'arrivée des Facebook Shops sur sa plateforme. On s'est fait une tête sur le sujet et on en discute aujourd'hui avec Nathaniel Letourneau-Ross, directeur de compte chez J7 Media. Nate, finalement, c'est une bonne ou une moins bonne chose que le CBO ne devienne pas obligatoire. Bonjour Antoine et merci de m'avoir sur le podcast encore une fois. Donc pour répondre à ta question directement, je pense que ça dépend un peu du point de vue de la personne. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose que le CBO obligatoire soit abandonné. Donc comme tu l'as dit, Facebook vraiment abandonne leur transition obligatoire vers la fonctionnalité automatique d'optimisation du budget de campagne, donc le Campaign Budget Optimization, CBO de son surnom. Donc, pour vous ramener un peu en arrière, en 2019, Facebook avait annoncé qu'ils allaient rapidement obliger les annonceurs de sa plateforme à utiliser le CBO par défaut. Donc, ils allaient abandonner ainsi toutes les fonctionnalités qui permettent d'investir manuellement son budget sur ses audiences. Pour vous rappeler un peu c'est quoi le CBO, donc ça permet aux annonceurs d'établir un budget central au niveau de sa campagne que le système d'intelligence artificielle de Facebook utilise ensuite pour automatiquement et indépendamment diffuser les publicités dans les adsets selon la performance qui est évaluée vraiment en real time, en temps réel pour chacun de ces adsets-là. Donc, l'optimisation du budget de la campagne utilise votre budget puis la stratégie d'enchère que vous avez identifiée pour automatiquement et en continu établir c'est quoi les meilleures opportunités de résultats pour l'ensemble de vos publicités. Puis, c'est vraiment à la hauteur des audiences, des adsets que ça va se passer. Maintenant, Facebook ont annoncé, vraiment c'est en réaction à du mauvais feedback de la part de leurs partenaires et des annonceurs qu'ils abandonnent la transition vers un CBO par défaut. Dans la communication de Facebook qu'on a reçue, nous personnellement, de notre partner manager, mais qui ont aussi divulgué à l'ensemble des masses, il disait nous ne poursuivons plus la transition obligatoire vers le CBO pour vos comptes publicitaires comme communiqué précédemment. Votre capacité à établir un budget au niveau du adset ou de la campagne en utilisant le CBO reste inchangée. Ils reconnaissent l'importance de fournir plus de choix et de flexibilité pour prendre des décisions budgétaires liées à vos besoins, dans le fond, de business. Je traduis un peu là, de l'anglais, en fait. Puis en fait, ils ont vraiment décidé de faire ça, puis ça vient des tests qu'ils ont fait, qui les a aidés à déterminer que dans certaines occasions, contexte, dépendamment du business, établir le budget au niveau de l'audience, ça peut être bénéfique. Donc, en tant qu'annonceur, tu peux accorder plus de valeur à une distribution sur une telle audience ou une autre. Puis utiliser le CBO dans un contexte comme ça peut être néfaste pour toi. Donc, ils veulent vraiment, c'est ce qui est central à leur communication, c'est qu'ils veulent vraiment continuer à offrir la flexibilité, l'indépendance aux advertisers de pouvoir choisir où ils placent leur budget dans une campagne. Bien entendu, c'est sûr, il y a plusieurs choses à considérer. Moi, personnellement, je crois vraiment fermement que le CBO, ça demeure un outil très puissant. Puis c'est une méthode qui va souvent permettre une meilleure optimisation en temps réel, plus efficace, puis qui va minimiser généralement le coût par résultat versus une optimisation qui est plus manuelle. Donc, c'est certain qu'ils veulent offrir plus de flexibilité, mais quand même, il ne faut pas oublier que le CBO, ça demeure un outil qui est très, très, très puissant. Je te pose une question, Nat. On a vu cette discussion-là, je crois, quand on était à Chicago, toi et moi ensemble, il y a à peu près peut-être... C'était littéralement 1 ou 2 semaines avant le COVID. Là. On était à Chicago, on était allé voir notre partner manager, puis les gens avec qui on travaille chez Facebook, puis on avait une discussion avec eux, puis on leur posait des questions sur le CBO. Puis finalement, je me rappelle, on avait été capable de discuter ensemble, puis quand ils retournaient à la base, c'est que le CBO, le Power 5 et tout ça, avait été spécifiquement établi à la base pour des gens où est-ce que les transactions vont se faire 100% en ligne. 100% en ligne. Donc, si on retourne un petit peu puis qu'on analyse tout ça, ce qui est très intéressant avec le CBO, bon, Facebook va être capable d'optimiser ton budget dans la meilleure des manières possibles pour accomplir l'événement que tu as mis à ta campagne.
Donc, si, disons, ton événement, c'est un événement d'achat, tu veux générer des achats avec ta campagne, Facebook va être capable de trouver parmi tous les gens sur sa plateforme, les gens qui sont le plus susceptibles d'acheter. Puis c'est là que ça devient intéressant, quand tu as un objectif d'achat et que la transaction se termine en ligne. Puis t'embarqueras sur le sujet parce qu'on a des comptes ensemble où est-ce qu'on a travaillé puis qu'on l'a vu. Mais quand t'arrives et que la transaction ne se termine pas sur Facebook, c'est là qu'on peut avoir certains enjeux. Parce que si la transaction ne se termine pas en ligne, OK, on va dire ça comme ça. Parce que quand, disons, ta transaction se termine au téléphone ou que tu dois parler avec quelqu'un et qu'il ne va pas avoir un achat en ligne, mais là, c'est pas vrai que si tu dis à Facebook de mettre un objectif de lead à ta campagne et Facebook met le budget selon ce que tu préfères sur n'importe quelle audience, tant aussi longtemps que tu nous donnes un coût par lead le moins cher possible, c'est pas vrai qu'un lead a la même valeur dans n'importe quelle audience. Tu peux recevoir un lead pour ton entreprise qui va coûter 2 $, mais qui va avoir une valeur de 0 $ parce qu'il n'y a aucun de ces leads-là est qualifié, comme tu peux avoir un lead que tu génères pour 40 $, puis que ce lead-là a énormément de valeur parce qu'il est qualifié. Puis c'est là que l'intelligence artificielle de Facebook a comme un peu un arrêt, hein? Il peut pas aller plus loin que ça. Là, un défaut. Un défaut. Mais c'est littéralement une limite qu'il a, une limite à sa compréhension. Je pense que tu le détailles super bien. Effectivement, si on se rapporte à un contexte de e-commerce, une transaction pour un objet de 10 $, peu importe ça vient de qui, ça vaut toujours 10 $. Dans un contexte où tu fais de la génération de leads, peu importe le contexte business, un lead qui vient d'une telle audience peut en moyenne valoir 100 $, alors qu'un lead venant d'une audience numéro 2 peut valoir en moyenne 50 $. Par contre, le système de Facebook a vraiment de la difficulté, a une limite de compréhension à ce niveau-là. Et donc, lui, si tu lui donnes un objectif de lead, il va être capable d'aller chercher le plus de leads possible. Il va optimiser sa campagne en CBO pour aller chercher le plus de leads possible, peu importe l'audience. Mais toi, tu peux savoir en tant qu'advertiser que telle ou telle audience a plus de valeur par rapport à une autre. Donc, c'est à ce moment-là, puis pour se rapporter un peu à leur communiqué, c'est vraiment à ce moment-là qu'ils veulent dire, bon, dans certains contextes, quelques marketers, advertisers peuvent avoir besoin de plus de flexibilité, puis c'est pour ça qu'ils veulent la laisser, cette flexibilité-là. Leur message, c'est pas vraiment de dire que le CBO, c'est un échec, ça fonctionne mal, c'est qu'ils comprennent qu'il y a des limites à ce système-là, puis que dans certains contextes, ça peut valoir la peine de garder cette flexibilité-là, puis d'être capable de choisir une diffusion continue sur un ad set donné. Ah oui, effectivement. Puis je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ça qu'ils doivent garder en tête, et vous l'avez sûrement peut-être vu également dans vos campagnes publicitaires. Des fois, il y a une audience qu'on veut absolument, qui ait tout le budget dessus pour différentes raisons. C'est qu'on était capable de faire une analyse plus pointillée qui prouve que cette audience-là donne des leads de meilleure qualité. Ben, en ayant des discussions one-on-one, on pourrait dire ça comme ça, avec les gens chez Facebook, c'est ça un peu l'écho qu'on a eu. Puis ça fait du sens. Ça fait du sens, tu sais, de comprendre qu'il y a une limite là, à l'information. Il y a une limite à l'intelligence que Facebook a jusqu'à maintenant. Donc, c'est une bonne nouvelle. On ne se fait pas tout de suite remplacer par des robots. Non, exactement, c'est ça. Mais non, effectivement, je pense que pour revenir à ta question initiale, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Personnellement, moi, je pense que oui, c'est une excellente nouvelle. Ça permet plus de flexibilité. Tu peux quand même utiliser le feature qui est super intéressant d'un côté. Mais si jamais tu te retrouves dans une situation où tu aimerais ça, définir ton budget sur l'audience, ben, tu as encore toute la flexibilité et le loisir de le faire. Puis ça peut vraiment être utile dans certains contextes. Donc, je pense que là-dessus, Facebook ont un peu reculé sur leur position initiale suite au feedback qu'ils ont eu. Puis je pense que c'est une bonne idée qu'ils continuent à offrir vraiment les deux options pour les advertisers. Mais globalement, également, je crois que toute campagne, du moins c'est nos procédures ici chez J7, puis peut-être on vous invite à regarder ça également de votre côté. Gardez quand même le CBO comme lancement de campagne numéro 1. Là. On n'est pas en train de vous dire de partir du CBO. Nous, ça reste la manière numéro 1 qu'on va utiliser pour optimiser les campagnes. Mais bon, c'est toujours intéressant, comme Nathaniel le dit, d'avoir un petit peu plus de flexibilité à ce niveau-là. Absolument, ouais. Dans un contexte de e-commerce, comme tu le dis, on reste avec le CBO définitivement. Puis jusqu'à ce qu'on soit capable d'établir une valeur plus élevée pour un lead, pour une certaine audience, ben encore une fois, même dans un contexte de lead generation, je crois que tu veux garder le CBO vraiment jusqu'à ce que tu aies ces vraies données-là sur les audiences puis que ça vaille la peine de vraiment investir plus sur une audience en ayant un plus petit volume de leads, mais qui ont une meilleure valeur. Effectivement. Très intéressant. Donc, on passe maintenant au point 2
annonce. Bon, pour les gens qui nous écoutent, nous, on enregistre ce podcast-là le 3 juin 2020. L'annonce a été faite il y a à peu près peut-être une dizaine de jours de ça, peut-être 2 semaines maximum, à l'aide d'un Facebook Live de Mark Zuckerberg où il expliquait que les Facebook Shops arrivent sur la plateforme. Moi, ça n'a pas tellement été une surprise pour moi quand j'ai vu ça. J'aimerais t'entendre un petit peu sur le sujet, Nathaniel, puis si tu pouvais nous détailler également un peu plus concrètement qu'est-ce que c'est que les Facebook Shops, qu'est-ce que ça va pouvoir faire pour les gens qui ont des entreprises et qui sont déjà établis sur la plateforme. Absolument. Mais effectivement, pour moi non plus, et je pense pour plusieurs, en fait, tous les gens qui opèrent sur Facebook, c'est pas nécessairement une grande surprise, le Facebook Shop. En fait, c'est quelque chose qui existait déjà dans le passé, qui ont juste en fait voulu transformer un peu, ils ont ajouté des features, puis ils l'ont vraiment packagé là, pour que ça soit quelque chose en soi. Mais en gros, le Facebook Shop, c'est une plateforme native et immersive. Donc, c'est vraiment sur Facebook que ça se passe, ça reste sur Facebook. C'est une plateforme qui permet aux entreprises de bâtir leur marque et présenter et promouvoir leurs produits en ligne. Donc, Facebook Shop, c'est vraiment un moyen simple et gratuit de bâtir une présence en ligne complète pour une entreprise qui voudrait vendre sur Facebook et ou sur Instagram. En bref, Facebook Shop, c'est une plateforme de commerce en ligne créée pour les petites, moyennes et même les grandes entreprises aussi. C'est gratuit, ça prend quelques minutes à monter seulement. Puis vraiment, l'idée fondamentale derrière tout ça, c'est vraiment de permettre à quiconque d'avoir une vitrine virtuelle pour promouvoir ses produits. Donc, je pense que c'est une idée qu'ils ont vraiment réussi à... Ils ont été opportunistes là, dans le sens où ils avaient déjà l'idée de le faire, puis là, le COVID est arrivé, puis c'était vraiment juste une opportunité parfaite pour eux de lancer cette initiative-là, puis de la marketer en disant que c'est un outil qui avait été créé pour les petites entreprises pour qu'ils puissent facilement puis rapidement se mettre à vendre en ligne. Donc, une fois que la shop est montée, les utilisateurs de Facebook et Instagram peuvent découvrir votre marque et vos produits directement sur la plateforme. Vous, en tant qu'advertiser, vous pouvez taguer vos posts, vos stories et vos publicités avec des produits shoppable, là, qui disent en anglais magasinables. Donc, c'est vraiment des petits tags qu'on met sur le contenu. Puis la personne peut cliquer dessus puis aller le magasiner directement. Puis bon, les gens peuvent le browse vos produits, ajouter à leur panier et même placer une commande. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités, je dirais, qui sont plus la grande nouvelle là-dedans, plutôt que le Facebook Shop en soi. La première fonctionnalité, c'est les messages. Donc, messages, donc la même manière que dans un retail traditionnel, une shop physique, tu peux poser des questions aux employés. Facebook va permettre aux gens qui browsent tes produits sur ton Facebook Shop de rentrer directement en communication avec le brand à travers WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct. Donc, les gens vont pouvoir obtenir de l'info, du support, retracer leurs commandes, entrer en communication avec des humains directement sur la plateforme à travers le family of apps, donc WhatsApp, Messenger et le messaging direct de Instagram aussi. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Sinon, il y a aussi les lives. Donc, on observe quand même, je dirais, depuis plusieurs années, depuis qu'ils ont lancé les lives, les gens, plusieurs marques, en fait, aiment vraiment promouvoir leurs produits souvent dans le cadre d'un lancement ou quelque chose, un nouveau produit qui arrive, ils aiment ça promouvoir ça sur des lives. Maintenant, Facebook va permettre de faciliter l'accès et la connexion au produit pendant un live. Donc, encore une fois, il va avoir la possibilité de faire des tags de produits pendant ton live. Tu vas pouvoir mettre le produit en tant que tel au bas de l'écran. Les gens vont pouvoir cliquer dessus, accéder directement au produit, avoir toute l'information, puis faire la transaction. Puis ça m'amène justement au dernier point, dernier feature qui, lui, à mon avis, est le game changer ici, qu'on appelle le Instagram Checkout. Donc, le 19 mars, c'est Facebook qui ont annoncé toute cette idée-là de Facebook Shop. Puis, ils ont également annoncé que le checkout complet allait pouvoir se faire sur Instagram. Pourquoi c'est une grande nouvelle, ça? Parce que ça veut dire que l'annonceur peut garder son cycle d'achat complet de son produit sur la plateforme. Donc, le user n'a jamais besoin de quitter la plateforme pour accéder à un moyen de transaction ou acheter le produit. Donc, vraiment, quelqu'un peut cliquer sur le produit, l'ajouter à son panier, puis check-out directement sur Instagram en ayant toutes les options de taille, de quantité, de couleur, etc. Puis, bon, il va falloir qu'il rentre les informations normales un peu à l'achat, le nom, email, billing information, shipping address, etc. Puis, dès la deuxième utilisation, toutes ces informations-là vont être auto-populées directement dans Instagram Checkout. Donc, vraiment, c'est une façon qu'ils ont trouvé, en fait, de faire en sorte que c'est super facile pour le consommateur de passer de 0 à 100 ou de A à B, puis de finir sa transaction directement sur la plateforme sans jamais avoir besoin de sortir de la plateforme et loader une page externe. Pour l'instant, c'est un feature qui est
seulement disponible aux États-Unis, qui travaille avec quelques brands vraiment importants, des Nike, Adidas, Dior, H&M, Uniqlo, etc. Le but, vraiment, c'est de tester ça en bêta puis de le roll out le plus facilement possible at scale, donc vraiment partout au monde. Puis vraiment, tu sais, en termes de... Le but principal, en fait, de cette plateforme-là de Facebook Shop, c'est de faciliter la vente et l'achat en ligne pour les commerçants et les utilisateurs. Puis c'est super facile, là. Tout ce que vous avez besoin, dans le fond, c'est un Facebook Business. Vous pouvez set up votre Facebook Shop directement. Ça prend quelques minutes. Voilà, le tour est joué. Puis vous avez déjà l'option de vendre en ligne at scale. Donc, c'est vraiment, vraiment super le fun là, pour surtout des petites entreprises, je pense, qui n'ont pas nécessairement l'habitude de vendre en ligne. C'est une façon tellement simple qui est absolument gratuite de vraiment avoir une présence en ligne du jour au lendemain. Donc, on a vraiment hâte, honnêtement, que Facebook Shop, c'est déjà accessible, mais que tous les autres features aussi soient accessibles au Canada, par exemple, aux États-Unis au complet. Ah, effectivement. Puis je pense que ça va dans quelque chose que on sait tous un peu, puis que, bon, on continue de le voir de jour en jour, de semaine en semaine. Il y a à peu près peut-être 2 mois de ça, Nat, je faisais un Facebook Live avec notre bon ami Danilo Duchesne, qui lui aussi gère une agence de publicité Facebook en Belgique cette fois. Puis, je parlais des 3 choses que je voyais dans le futur de la publicité Facebook. Puis un de ces points-là, que je pense qui est fondamental, puis qui va un petit peu dans les dernières annonces qui ont été faites, c'est que Facebook veut garder les gens sur sa plateforme. Facebook veut garder les gens sur sa plateforme, puis ça fait du sens. C'est comme ça que la majeure partie des plateformes fonctionnent en ligne. Ils veulent garder le plus possible les gens sur leur plateforme. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. T'sais. Déjà, si on repart un petit peu à la base, c'est au niveau des mesures de performance. Donc, on va prendre un exemple qui est très simple. Si vous faites une publicité, parce que l'on s'entend, là, éventuellement, il faut voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Les advertisers vont pouvoir faire de la publicité et faire en sorte que la personne achète directement via la plateforme Facebook et Instagram. Là, on s'entend s'il faut pas la tête à Papineau pour voir c'est quoi les prochaines étapes ici. Et il y a des raisons pour ça, comme je le disais. Combien de fois, Nathaniel, on le voit, on lance des campagnes sur Facebook qu'on redirige vers une page d'achat, puis qu'on le sait pertinemment que les achats viennent de nos campagnes parce qu'on est le seul moteur publicitaire. Puis finalement, ces achats-là vont pas apparaître sur Facebook. Puis ça, ben, il y a plusieurs raisons qui peuvent impacter ça. Bien entendu, il faut vous assurer que vous aviez un bon système de tracking au départ, mais assumant que le système de tracking est bien fait, ben, peut-être que la manière que vous avez shoppé votre plateforme est en mode privé, tu sais. Donc là, automatiquement, vous partagez pas vos informations à Facebook. Peut-être que vous avez des ad blockers qui font en sorte que vous partagez pas vos informations à Facebook. Donc, souvent, nous, on voit à peu près un 20% des transactions qui viendraient de nos campagnes ou qui viendraient de Facebook qui n'apparaissent pas dans le gestionnaire de pub Facebook à cause de tous ces enjeux-là. Mais là, si on revient un petit peu à ce qu'on dit, si les transactions se font maintenant sur la plateforme, ben cet enjeu de data privacy-là, cet enjeu que des fois on voit des transactions puis des fois on les voit pas, n'arrivera plus. Donc, encore une fois, ils sont capables de dire aux gens qui investissent sur leur plateforme, vous allez avoir une donnée encore plus adéquate, encore plus accurate. Et ça a une valeur incroyable pour eux parce que si on voit qu'on génère plus d'achats avec nos campagnes de pub, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on risque d'investir plus sur nos campagnes. Donc, il y a une raison pourquoi ils sont en train de créer un écosystème complet de A à Z d'achat sur leur plateforme. Ça fait juste du sens, là. Ben non, exactement, 100%. Puis je pense que c'est un peu qu'est-ce qui explique que derrière ça soit gratuit aussi, là, parce que c'est pas gratuit pour Facebook de créer toute cette infrastructure-là pour permettre aux gens de magasiner puis de vendre en ligne, mais vraiment ça a des avantages pour eux, effectivement, au niveau de l'attribution. Donc c'est vraiment honnêtement un feature qui est super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça évoluer dans les prochaines années. Ultimement, tu sais, la réalité, c'est que c'est ça. Facebook ont l'infrastructure pour avoir du commerce en ligne, pour accueillir le commerce en ligne, host le commerce en ligne au complet. Donc, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de tout ça dans les prochaines années. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on va garder un œil très près. Et puis, je serais pas surpris de voir que dans les prochaines années, beaucoup de gens abandonnent des plateformes du style Shopify pour juste rester sur la plateforme Facebook, qui est une plateforme qui centralise toutes leurs opérations. Si on a la possibilité de vendre à travers Facebook aussi, ça perd un peu de... Ça va dépendre de l'évolution. Ça va dépendre de l'évolution parce que, tu sais, des plateformes de vente en ligne, eux, ils vont gérer beaucoup plus de choses aussi. Ils peuvent gérer l'inventaire, ils peuvent gérer où est-ce que tes commandes vont être. Donc, ça va dépendre vraiment de la vision concrète qu'ils vont mettre derrière ça. S'ils vont, entre parenthèses, all-in, puis qu'ils se bâtissent littéralement une plateforme en ligne complète pour les commerçants, c'est certain qu'ils risquent peut-être éventuellement d'avoir des questions à se poser à quel point tu as
besoin, si tu vends uniquement à partir de Facebook, de driver tout ton trafic sur ton site Internet. Ils vont avoir des questions à se poser. Mais moi, j'ai l'impression quand même, Nathaniel, puis que de plus en plus, ils vont surtout vouloir faire des partenariats avec ces plateformes-là parce qu'il y a une limite, selon moi, il y a une limite à ce que Facebook va pouvoir aller compétitionner dans le commerce en ligne au même scale que ces plateformes-là font. Ils ont quand même, tu sais quoi, Shopify, ils ont quoi, une valuation de 100 milliards, là, c'est 100 milliards à la... Tu sais, ils ont quand même fait un bout de chemin important. Ouais, surtout dans les derniers mois, là. Mais effectivement, tu sais, pour reprendre un peu les termes de Sheryl Sandberg, qui est la COO de Facebook, elle-même le dit qu'ils n'ont aucunement l'intention de prendre la place des plateformes comme Shopify. Facebook ne veut pas devenir une compagnie qui ont plusieurs verticales en même temps puis qui s'occupe de gérer l'inventaire des entreprises et tout. C'est vraiment pas leur objectif pour l'instant. Fait que je pense que tu as raison de dire qu'ils vont garder leur partnership avec des compagnies comme ça puis ils vont même le pousser plus loin. Puis vraiment, je pense que ça va évoluer rapidement. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va tout seul. Mais ça fait du sens. Ils veulent garder les gens sur leur plateforme. Ils veulent faire en sorte qu'on passe plus de temps. Ils veulent faciliter l'intention d'achat. Donc oui, moi c'est pas quelque chose qui m'a tellement surpris parce que beaucoup d'efforts qu'on avait pu voir également. Il y a des features qui, ça fait un certain temps qu'il est là, mais qui commence à être de plus en plus utilisé. C'est le Server-Side API, littéralement un petit peu la nouvelle version qui peut à un certain point remplacer le pixel Facebook sur certains aspects. J'en avais parlé dans le même Facebook Live d'ailleurs que je te parlais avec Danilo, où est-ce que l'information, l'événement qui va être envoyé de Facebook va venir directement du serveur et non du browser, donc directement du serveur du site web et non du browser du client, qui est un game changer. Tu n'as pas de perte de données qui vient ici. D'ailleurs, peut-être qu'on fera un podcast éventuellement complet sur le Server-Side API. C'est très nouveau. On est en train de l'implanter avec certains clients, mais c'est très nouveau. On n'a pas beaucoup de data à vous donner. Mais bref, ces features-là ont été implantés encore une fois pour être certain d'avoir la donnée la plus accurate possible quand on est sur un site web. Mais là, quand tu n'es plus sur un site web et que la transaction se fait sur la même plateforme que tu contrôles, ben là, ça devient encore plus facile pour contrôler tout ça. Intéressant, Nathaniel. Donc, 2 nouveautés qui ont été sorties. Aurais-tu des choses à rajouter par rapport à ces nouveautés-là avant que je te laisse filer? Non, je pense que c'est 2 nouvelles qui sont quand même assez importantes, là, je vous dirais, surtout Facebook Shop. CBO, en fait, c'est plus une continuité. Donc, on reste dans statu quo au final. Là, on reste dans la même fonctionnalité qu'on a en ce moment, les mêmes offres, en fait, pour nous de placer le budget soit au niveau du adset ou en CBO. Donc, c'est une nouvelle sans être une nouvelle en soi. Mais Facebook Shop, vraiment, ça peut devenir quelque chose de très important. Je sais que moi, je vais m'en faire parler beaucoup dans les prochains mois définitivement parce que je pense que c'est un outil qui va pouvoir être très, très, très pertinent pour plusieurs entreprises. Puis, toutes les fonctionnalités qui sont rattachées vont permettre à un marketer d'innover, en fait, d'être créatif puis d'utiliser ces features-là pour connecter avec son audience puis pousser ses ventes encore plus au final. 100% d'accord. 100% d'accord. Donc, j'espère que les commerces en ligne qui nous écoutent aujourd'hui, parce que oui, il y en a des gens qui ont des commerces en ligne qui nous écoutent, vont porter attention aux prochaines nouvelles qui vont être faites par rapport à ça. Nous aussi, on va le faire. On risque de faire des podcasts là-dessus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais je crois que c'est 2 belles nouvelles et qui vont grandement continuer à aider les entreprises qui utilisent Facebook et la publicité Facebook spécifiquement. Nathaniel, merci de ton temps aujourd'hui. Ben, sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.